hausse du prix du ciment au Bénin, une augmentation dont la raison n'est pas encore réellement connue. Vous suivrez dans ce journal les réactions de certains citoyens. Les ordures ménagères dans la ville de Cotonou sont en majorité des sachets non biodégradables. Ces déchets sont convoyés au centre d'enfouissement de Ouessé de la commune de Ouida sans aucun tri. Ce processus est-il conforme aux normes en matière d'environnement? Dans cette édition, un magazine réalisé par Antoinette Sagbo à ce sujet. Et puis la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, voit des nuages plus sombres à l'horizon de la croissance économique mondiale. Elle a averti à cet effet les gouvernants. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. La tonne du ciment est passée depuis quelques jours de 61 880 francs CFA à 113 780 francs CFA, soit une augmentation de 11 900 francs à l'usine de production de certaines cimenteries du Bénin. Selon les informations recueillies par l'agence Bénin Presse, tout serait parti du blocage au port autonome de Cotonou d'une quantité importante de charbon destiné à ces usines. Quelques Béninois se prononcent sur cette hausse du prix du ciment dans le pays. Ils sont au micro de Carole Olaïe. Je pense que c'est une mauvaise décision. Il y a beaucoup de personnes qui ont des carrés, qui sont appelées à construire demain. Donc il y aura un peu du mal à prendre les ciments qu'il faut pour la construction. Donc c'est une décision à revoir. Ça là, c'est pas bon quoi. Notre pays là, il n'y a pas d'argent au pays. Et maintenant, il va encore augmenter le ciment. C'est pas bon. Si il a augmenté le ciment, le propriétaire doit augmenter le loyer. Mais si c'est comme ça, c'est pas bon. C'est parce qu'il y a les gens, beaucoup n'ont pas d'argent. L'augmentation là, ce n'est pas possible pour le moment parce que le temps là, c'est un peu dur. Préoccupé par l'assainissement de la ville de Cotonou, le gouvernement de Patrice Talon a lancé le projet de modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers dans le Grand Nokoué. Constitué dans la majorité des sachets non biodégradables, ces ordures sont convoyées au centre d'enfouissement à Ouessé dans la commune de Ouida. Eh bien, sans aucun tri, le système utilisé est-il conforme aux règles environnementales? Magazine réalisé par Antoinette Sagbo pour comprendre la manière dont se fait la gestion des déchets solides et ménagers à Cotonou. Environ 750 tonnes de déchets solides et ménagers sont produits tous les jours dans la ville de Cotonou. De la pré-collecte à l'élimination définitive de ces ordures, en passant par la collecte et le transport, la gestion des déchets solides et ménagers constitue une filière très complexe. Ce quartier est souvent inondé et les habitants de Védocor sont sous la menace d'eau. Le patron de cet atelier de mécanique nous a demandé de venir déverser les déchets pour boucher le bas-fond. C'est une mauvaise pratique car on retrouve dans les ordures toutes sortes d'objets dangereux. La méthode de pré-collecte des déchets adoptée par la municipalité de Cotonou serait-elle défaillante? Aujourd'hui, dans les pays qui nous entourent, comme au Rwanda où les gens en font expérience, les déchets constituent des matières premières. La manière dont nous gérons les déchets ne garantit pas le bien-être à la génération future. Parce que nous voyons aujourd'hui une gestion qui prend en charge la collecte, le transport et l'enfouissement. Quant au directeur adjoint des services techniques à la mairie de Cotonou, Mesme Yehou, se défend. Je crois que le problème que nous avons rencontré récemment, c'est la non-disponibilité des points de regroupement. Et les ONG n'avaient plus de lieu où déverser les déchets. Aujourd'hui, tous les points de regroupement ont été construits, modernisés, avec des bacs, des conteneurs assez modernes. Et aujourd'hui, personne ne peut plus se plaindre, disons, des difficultés à aller sur les points de regroupement. Cependant, certains ménages se plaignent du coût de l'enlèvement des déchets. Entre-temps, on payait 2000 francs. Il semble qu'il y a eu une augmentation. Je n'étais pas du tout d'accord. Sur l'impôt général, la mairie nous prend 6 000 francs annuellement. Vous voyez? Et l'ONG prend ce qu'elle prend. Alors quand on fait le point là,
Ça veut dire que je dépense près de 24 000 francs par an pour l'enlèvement de ces ordures-là. Pour donc lutter contre les dépotoirs sauvages d'ordures, les déchets solides et ménagers sont convoyés dans le centre d'enfouissement sanitaire à Ouessé, dans la commune de Ouida. Ce lieu d'enfouissement répond-il aux normes environnementales? La ville de Cotonou n'offrait pas les possibilités hydrographiques, topographiques pour accueillir un tel centre. Donc il fallait trouver une zone un peu plus reculée de la ville de Cotonou pour accueillir ce centre-là. Et Ouessé était la zone qui était appropriée sur le plan du sol et sur le plan hydrographique pour accueillir le lieu d'enfouissement sanitaire de Ouessé. Une étude d'impact sur l'environnement a été menée. Il y a une audience publique aussi qui a été réalisée pour recueillir l'avis des populations par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Les résultats étaient mitigés. Le choix par rapport à la technologie utilisée, ce n'est pas un choix qui a été identifié par l'Agence béninoise pour l'environnement. C'est un choix du promoteur. Un espace de 80 hectares est donc réservé à Ouessé pour accueillir les déchets. Comment se fait cet enfouissement? Il y a l'étalement, il y a la densification et il y a le recouvrement qui constitue le système d'enfouissement. Mais ces déchets ne subissent pas de tri à la base, à la source. Et c'est tout qui est déversé au niveau de ces cellules. Il y a de temps en temps des prélèvements pour vérifier la qualité physico-chimique et bactériologique de ces eaux. Il y a aussi des mesures phytosanitaires, mais les ouvriers qui travaillent sur le site portent des équipements de protection individuelle et sont assujettis périodiquement à des visites médicales pour qu'on contrôle l'état de santé des acteurs du système de gestion des déchets sur le site. Quelle doit donc être la nouvelle stratégie pour contrôler et assainir le milieu urbain? En réalité, les déchets sont des richesses. Donc, on doit valoriser aujourd'hui les fractions valorisables de ces déchets. Les plastiques, les ferrailles, les bouteilles, on va les valoriser. Parce que dans le cadre de la modernisation des déchets, on aura des centres de tri-compostage, ce qui permettra de valorisation énergétique. On aura le compost, on aura de l'énergie. Faire le tri des déchets solides et ménagers, les transformer à d'autres fins économiques permettrait de réduire l'insalubrité dans la ville de Cotonou. C'est la saison des avocats, un fruit riche en fibres et antioxydants. Il contribue au bien-être de l'homme. On en distingue deux variétés, les avocats beurrés et non beurrés, une différence à laquelle s'est intéressée Carole Olaye et Fiacre Voiton dans ce reportage. On m'a dit que l'avocat, ça fait du bien et qu'il y a des vitamines dedans. Il y a des vitamines dans l'avocat. Et pourtant, Jean Gaï, surpris en train de s'approvisionner en fruits dans le marché de fruits et légumes de Kadjeroun, n'a acheté que 2 avocats parmi ses nombreux fruits. Un acte qu'il justifie. Et je prends ça à quantité réduite parce qu'il y a aussi de matières grasses. Et compte tenu de mon âge, je ne dois pas exagérer avec les matières grasses. Et quand vous prenez un avocat, vous pouvez diviser ça en 2. Prendre une partie et après 2 semaines, vous prenez le second. C'est seulement le groupe sanguin A qui peut prendre ça en quantité voulue parce qu'il en a besoin à tout moment. Mais chez le BO, il y a la toxicité. Donc quand il y a la toxicité, ça veut dire que les articulations ont des problèmes. Donc si vous voulez consommer ceux du O et du B en petite quantité, mais pas avec du pain. Fruit à noyau à peau verte ou violacée, l'avocat a de nombreuses vertus et est très prisé des Béninois qui font souvent la différence entre ces fruits appelés beurrés ou non beurrés qu'on retrouve non seulement au Bénin, mais qui nous viennent également des pays frontaliers comme le Togo. L'avocat beurré, c'est l'avocat grave. C'est l'avocat qui contient beaucoup d'huile. Mais en général, c'est souvent dans les pays développés qu'on trouve l'avocat beurré. Mais chez nous ici, dans les villages, observez bien, les avocats sont petits. Et quand on les coupe, déjà ça commence par, on sent que ça, c'est de l'avocat naturel. Ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre simplement les avocats naturels qui sortent de chez nous et non les avocats importés. On constate que quand les gens en consomment, ils mettent encore d'huile, oignons, des œufs, c'est pas bon. Il faut prendre simplement l'avocat avec beaucoup d'oignons et d'ail. La constipation, l'hémorroïde et les allergies sont les conséquences néfastes de la consommation abusive de l'avocat sur la santé.
Hors du Bénin, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, avertit les gouvernements qu'ils doivent éviter d'impacter la croissance économique mondiale avec des mesures protectionnistes. Christine Lagarde voit des nuages plus sombres à l'horizon de la croissance économique mondiale en raison notamment des tensions entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux qui menacent le libre-échange. On l'écoute. Première priorité, les gouvernements doivent éviter toute forme de protectionnisme. Pour le moment, le soleil brille. On assiste clairement à une percée portée par des investissements plus importants, un rebond dans les échanges commerciaux et des conditions financières favorables, et toute cette convergence conduit les entreprises et ménages à augmenter leurs dépenses. Et puis dans la Silicon Valley, la chasse aux informaticiens est intense. Le secteur continue de recruter et de nombreuses écoles proposent des cours et stages accélérés pour ceux qui souhaitent se reconvertir dans les nouvelles technologies, avec à la clé un emploi quasi assuré et des salaires très élevés. Reportage. Chaque matin depuis 8 mois, Lee, 30 ans, passe la porte d'Alberton School, une école de code pour les débutants à San Francisco. Au programme aujourd'hui, débugger un serveur Internet. Tout ça est nouveau pour nous, nous sommes en territoire inconnu. Ici, pas de professeurs ni de cours magistraux. Les étudiants apprennent à développer des programmes informatiques en travaillant sur des projets et en collaborant avec leurs camarades. Un modèle que le cofondateur de l'école dit être en adéquation avec les besoins des entreprises. Il y a énormément de boîtes comme Apple, NASA, LinkedIn et Tesla qui sont à la recherche de talents. Aujourd'hui, il y a un manque de plus d'1,5 million d'ingénieurs informatiques aux États-Unis. Il y a des institutions pour avoir une éducation de qualité, comme les Ivy League, mais qui sont réservées en fait à une élite. Et la Alberton School se place comme une alternative. La formation de 2 ans est gratuite, mais lorsqu'ils auront trouvé du travail, les anciens étudiants devront reverser 17% de leur salaire pendant 3 ans à l'école. Avant de reprendre des études d'informatique, Lee était prof de yoga en Arizona. J'ai commencé à réfléchir à mon avenir. Je pensais acheter une maison, peut-être fonder une famille. Et je sais que tout ça coûte de l'argent. Je gagnais environ 15 000 par an en tant que prof de yoga, juste de quoi joindre les deux bouts. Avec un salaire moyen de 100 000 $ à la sortie de l'école, Lee ne devrait plus avoir à s'inquiéter pour son avenir. Comme lui, de nombreux étudiants sont en reconversion. Toujours à San Francisco, une autre école, Hackbright Academy, propose des formations intensives en informatique réservées aux femmes. Ce soir, une trentaine d'entre elles présentent leur projet de fin d'études. Edelita, 28 ans, a travaillé plusieurs années dans le marketing avant de réaliser qu'elle s'était trompée de carrière. Elle espère maintenant décrocher un emploi de développeur. Je pense que plus il y a de femmes dans la technologie, plus on fait entendre notre voix, plus il y a de diversité et d'idées différentes qui vont sortir. Actuellement, les hommes détiennent 76% des postes techniques dans l'industrie des high-tech et les minorités noires et latinos représentent moins de 5% de la main-d'œuvre dans le secteur. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Une autre session de l'information, c'est à 20h avec Moriagua.